une dizaine d'années, surtout pour la presse écrite, même si à l'origine je suis spécialiste radio puisque j'ai commencé ma carrière à RTL après avoir fait l'école de journalisme de Lille. J'ai plutôt travaillé pour des médias nationaux, notamment La Croix, et j'ai été dans la région rédactrice en chef, notamment du magazine Objectif Languedoc-Roussillon, aujourd'hui qui s'appelle La Tribune, ce qui m'a permis en fait d'avoir une vision globale de ce qu'est la conception d'un magazine et pas juste d'un article. Et puis, il y a 10 ans, parce que j'avais certainement fait un petit peu le tour de ce que je voulais faire dans ce métier en région, puisque je ne voulais plus partir de cette belle région, j'ai transféré en fait ces compétences dans le domaine du privé et du public, puisque aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'écris pour les autres. Alors, écrire, c'est très large, hein. Ça peut être aussi bien un discours de président qu'un dossier de presse, qu'un rapport d'activité, que faire de la data visualisation. Donc, c'est transformer en fait finalement l'information en quelque chose de plus graphique. Je fais de l'animation de débat, je fais de la formation et j'écris des livres. Et le point vraiment commun de ces différentes activités, c'est le fait d'aller chercher de l'information, de la hiérarchiser, de la qualifier, de la transformer et de l'adapter à un public. Ça, c'est vraiment le fil conducteur de ce que je fais, parce que c'est vrai que souvent, quand on me demande c'est quoi ton métier, ben, je suis un peu coincée. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que moi qui travaille sur les mots, j'en ai pas un, en fait, j'en ai plusieurs, parce qu'en fonction de ce qu'on me demande, je peux être rédactrice de contenu, je peux être conseillère éditoriale, je peux être animatrice de débat, je peux être formatrice ou je peux être autrice. Donc, j'ai définitivement abandonné l'idée d'avoir un seul nom qui qualifierait tout ça. Je l'avais expliqué à la première formation, il y en a un qui existe, mais que je n'aime pas et que je trouve pas adapté et moche, qui s'appelle Brain Content Manager. Donc en plus, c'est un anglicisme. C'est vrai que les Anglais ont cette capacité à contracter des concepts, ce qu'on ne peut pas faire avec la langue française. Et donc, ça serait productrice de contenu intelligent, ce qui évidemment traduit fait pas très joli. Donc, je préfère me définir avec plusieurs métiers qu'un seul. Je voulais vous dire un mot des journalistes. Parce que si on part de l'exercice de se dire tiens, il faut que je me présente à un journaliste, je pense qu'il y a souvent des idées reçues sur ce qu'est un journaliste et sur la rencontre avec les journalistes. Un journaliste, c'est quelqu'un comme tout le monde, qui n'a pas plus de culture, qui n'a pas plus de moyens, qui n'a pas forcément plus travaillé qu'un autre, mais surtout, c'est quelqu'un qui aujourd'hui évolue dans un contexte qui ne lui offre souvent pas forcément des très bonnes conditions de travail. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qu'on va demander aux journalistes, c'est d'en faire toujours plus vite et de produire encore plus. Il y a eu vraiment de nombreuses révolutions dans ce métier, mais les dernières sont plutôt douloureuses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez par exemple pour la presse écrite, on va vous demander aussi de faire un papier pour le site internet. On va vous demander si vous n'êtes pas en capacité de faire aussi une petite vidéo et pourquoi pas en plus de faire une photo. Et ce plus fait qu'en fait, les journalistes ont de moins en moins de temps pour se consacrer vraiment à leur papier. Alors, on va me dire, pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que souvent, moi, je le vois avec mes clients, ils ont l'impression que le journaliste, il va avoir travaillé son interview avant de venir, qu'il va avoir pris le temps de se renseigner sur la personne qu'il va rencontrer. Dans l'idéal, oui, et ça peut être le cas, mais souvent, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que le journaliste va arriver très rapidement. Il n'aura peut-être pas beaucoup de temps à vous consacrer, même sûrement pas beaucoup de temps à vous consacrer. N'imaginez pas qu'un journaliste va rester forcément 1 heure avec vous. D'ailleurs, une petite précaution, demandez toujours à un journaliste de combien de temps il dispose. Parce que évidemment, s'il arrive et qu'il vous dit bah, dans 20-30 minutes, il faudrait que je sois parti, allez droit au but. Donc ça, c'est déjà peut-être la première précaution, c'est dites-vous, voilà, ne pas forcément imaginer qu'il va passer l'après-midi avec vous, faire un reportage. Un journaliste, ça peut avoir 3 ou 4 papiers à écrire facilement dans la journée. Là, ce que je vous montrais par la diapo qui est présente là, c'est une forme de précarisation du métier. Vous voyez notamment qu'en effet, les CDI sont moins nombreux. La part de ce qu'on appelle les pigistes sont payés à l'article, ils sont payés à la tâche.
est plus nombreuse. Donc, c'est un métier qui se précarise. Souvent, on a l'impression qu'en effet, les journalistes vont très bien gagner leur vie. Attention, c'est souvent une espèce de miroir aux alouettes. Si vous prenez un pigiste, bah, vous voyez là son salaire en 2019, il a baissé de 8% et c'est plutôt du 1 900 euros par mois. Donc, ne pas imaginer que tout le monde gagne, je veux vous le dire de façon triviale, le salaire d'un PPDA, d'une Claire Chazal ou autre. Et la dernière que je voulais vous montrer, qui est aussi, me semble-t-il, importante, c'est la question du cursus de formation. Il existe aujourd'hui, alors à l'époque où j'ai passé moi les concours, je crois qu'il y avait 10 établissements reconnus par la profession et par l'État. Je crois qu'on doit être à 14 aujourd'hui, mais quand vous regardez là, vous vous rendez compte que finalement, la proportion des journalistes qui n'ont pas fait de cursus reconnu, ben là, c'est 80%. Ça ne veut pas dire forcément que le journaliste est bête, hein. Attention, ce n'est pas ça du tout. Mais on est encore dans une profession que j'appellerais de rouletabille, c'est-à-dire j'arrive, j'ai commencé par faire des stages, et puis finalement après, on m'a donné quelques papiers à faire, et puis finalement, j'ai grimpé les échelons. Je vous ai posé ce cadre-là pour que vous reteniez bien que le journaliste est pressé. Le journaliste n'a pas le temps. Vous avez besoin de lui mâcher le travail. Plus ça sera simple, plus ça sera compréhensible, plus il vous en sera reconnaissant. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a ce qu'on appelle dans notre jargon la question du bon client. Alors, c'est quoi un bon client, à votre avis? Je vous fais un peu participer. À votre avis, c'est quoi un bon client pour un journaliste? Celui qui va donner une info qui sera facilement retranscriptible? Oui. Oui. C'est quelqu'un dont l'activité croise plusieurs sujets d'actualité? Oui, aussi. Celui qui aura déjà préparé son papier? Oui. Alors, en effet, ça rejoint tout ça, c'est-à-dire le côté de retranscriptible. Pour moi, c'est un bon client, c'est quelqu'un qui est capable, en peu de mots, très simplement, de vous expliquer quelque chose, que ça soit un concept, une activité. C'est important parce que, alors, en presse écrite, on arrive à peu près à s'en sortir puisqu'on ne fait pas forcément la retranscription complètement intégrale de chaque mot. On essaye, mais on peut retravailler quelques phrases, quelques mots. En radio, c'est impossible, et en télé encore plus. Et en radio et en télé, c'est droit au but. Grosso modo, quand on fait, par exemple, une interview de quelqu'un en radio, au final, on va garder, alors si c'est dans ce qu'on appelle un papier avec des éléments de contexte, ça va être 15 secondes. Votre phrase, ça sera 15 secondes. Et si vous parlez tout seul, ça sera maximum 45 secondes. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une pensée claire, dite aisément, facilement, sans bégaiement, avec des mots simples, compréhensibles par tout le monde. Pourquoi compréhensible par tout le monde? Parce qu'en fait, le journaliste n'est qu'un filtre. Quand vous vous adressez à un journaliste, au final, vous vous adressez à ses lecteurs. Et donc, je dis c'est monsieur et madame tout le monde, surtout si c'est de la presse quotidienne régionale. Si le journaliste ne comprend pas ce que vous faites, il n'arrivera pas à retranscrire ça à son lecteur. Donc, plus vous allez l'aider en lui donnant les bons mots, quelque chose de simple, de concret, et quelque part, plus il va respecter ce que vous allez lui avoir dit, et plus il va exactement retranscrire vos mots à vous. Et c'est ça que vous allez chercher. Et deuxième petite chose, un bon client pour un journaliste, c'est quelqu'un qui répond rapidement. Bon, ça, c'est un peu hors cadre de notre formation, mais moi, je l'ai encore là éprouvé, parce que je suis aussi cofondatrice d'une association, et voilà, vendredi soir, 17h, un journaliste qui m'appelle, et si vous ne répondez pas là, maintenant, tout de suite, tant pis, vous ne serez pas dans le journal le lendemain. Parce que lui, là, moi, j'ai compris que je me dis, il est 17h, il doit être en bouclage, on est vendredi soir, il doit certainement avoir son papier qui doit être terminé pour 18h ou 19h, il ne va pas attendre.
Donc, c'est quelqu'un qui est un bon client, c'est quelqu'un qui est réactif. C'est quelqu'un où on sait que si on l'appelle, si je vous appelle, soit je sais que vous allez me répondre tout de suite, soit je sais que si vous ne me répondez pas tout de suite, vous allez m'envoyer un SMS pour me dire: «J'ai bien eu votre message, je vous rappelle dans 5 minutes» ou «J'ai bien eu votre message, je vous rappelle maximum dans 1 heure» ou «Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça peut attendre cet après-midi?» Enfin, quelqu'un, finalement, vous vous dites: «Je sais que je peux compter sur lui. Je sais qu'au final, je vais l'avoir en interview». Parce que quand on est journaliste, c'est une course contre le temps. Vous devez, en tant que journaliste, produire à un moment ou à un autre un article. Et pour le produire, il vous faut des interviews. Et donc, c'est une course contre la montre pour arriver à obtenir ces interviews. Donc, c'est un peu, en effet, le premier qui répond qui gagne. Donc, c'est hors le cadre vraiment de la formation de ce soir, mais je vous le dis pour vous, comme petite astuce, il faut savoir être disponible. Ça ne veut pas dire répondre du tac au tac. Parce que justement, dans cette question du choix des mots, des fois, on n'est pas prêt. C'est pas le moment. Le journaliste, il appelle, on est entre deux rendez-vous, on ne sait pas ce qu'il va poser comme question. Ben, dans ces cas-là, soit vous répondez, vous dites oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, etc. Ok, d'accord, je vous rappelle dans 5 minutes. Ça vous laisse 5 minutes pour réfléchir, pour poser 2-3 bonnes idées. Voilà, vous avez le droit quand même de prendre ce temps pour vous poser et quelque part ne pas dire de bêtises. Ce que je voulais vous dire sur la façon de se présenter à un journaliste. Je vous ai fait d'abord la partie un peu constat et après la partie conseil. Sur la partie constat, ce que je peux voir en général dans les présentations que je vois, c'est un manque de relief, un petit peu des mots passe-partout. Alors le mot passe-partout pour moi, c'est start-up, innovation, dynamisme, tout ce que vous pourriez mettre quelque part sur une autre entreprise que la vôtre, voire même un concurrent, ben, dites-vous que ce n'est pas sans doute, à mon avis, les mots qui vous correspondent le mieux. Après, il y a tout ce que j'appellerais la langue de bois. Donc voilà, des mots qu'on pose comme ça, mais qui ne sont pas très, très concrets. Le, hop. Le deuxième constat, c'est que, et ça c'est l'expérience qui parle, souvent quand je demande une définition, et j'ai encore fait l'exercice récemment avec 4 personnes qui créent une association, je leur ai demandé à chacune de définir leur association à tour de rôle. Elles devaient d'abord l'écrire et ensuite lire leur définition. J'étais sûre hein, qu'on ne tomberait pas sur les mêmes définitions pour les 4. Alors qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça veut dire que stratégiquement parlant, elles ne sont pas encore d'accord sur véritablement la définition, les missions de leur association. Et donc, je leur ai vraiment dit qu'il fallait qu'elles se mettent d'accord sur une définition commune, sur chacun des mots. Et ça les a obligées à retravailler leurs ambitions, leurs missions, leurs valeurs. Et ça, je le vois assez fréquemment, le fait de faire ce que appelait Stéphane tout à l'heure la maïotique, c'est-à-dire cette technique de l'art de l'accouchement, à force de poser des questions. Moi, je vois bien, je pousse souvent mes clients dans leur retranchement. Puis à un moment, ils se retrouvent, hop là, dos au mur, et ils n'arrivent plus à avancer. Et s'ils n'arrivent plus à avancer, c'est que finalement, leurs idées ne sont pas assez claires. Et il y a d'abord besoin d'une clarification stratégique avant de mettre les mots. Le troisième constat que je fais aussi, c'est le manque d'adaptation à ces cibles. Quand je vous disais tout à l'heure, quand on parle à un journaliste, souvent on parle finalement à monsieur et madame tout le monde. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Sauf par exemple, si vous travaillez pour un magazine spécialisé. Par exemple, là, récemment, j'ai travaillé pour une entreprise qui fait des bâches de piscine. On a travaillé sa communication avec un communiqué de presse, alors qui pouvait être d'un côté plutôt grand public, axé sur l'histoire de la chef d'entreprise, mais par exemple, cette chef d'entreprise, elle veut aussi communiquer dans de la presse spécialisée sur les piscines.
Alors là, on n'est plus du tout sur le même type de langage. On va aller dans la précision, dans les détails techniques de pourquoi la bulle qui fait sa bâche de piscine, elle a telle forme, telle ergonomie, qu'est-ce qu'elle apporte. Là, on va pouvoir être dans du détail technique et donc quelque part la définition ne sera pas la même parce qu'on va s'adapter à un public qui, lui, est déjà fin connaisseur du domaine. Et à l'inverse, souvent, ce que je vois, c'est que justement, les entreprises ont du mal à se détacher par rapport à ça, en fait. Elles sont déjà dans un langage extrêmement technique parce qu'habituées à travailler avec leurs clients, et donc leurs clients, eux, en général, c'est assez précis, ils connaissent l'environnement de travail de l'entreprise et certainement qu'ils sont dans un secteur d'activité connexe. Sauf que quand on s'adresse à un journaliste, alors là, on n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas forcément face à un journaliste qui connaît votre secteur d'activité. Ça peut être le cas. Hein. Si vous prenez un journaliste spécialiste de la promotion immobilière et que vous-même vous travaillez dans la promotion immobilière, bien sûr que vous pouvez avoir un langage assez technique, mais la majorité des cas, c'est pas ça. En général, le journaliste a plutôt un profil de journaliste généraliste. Et n'hésitez pas à faire simple. Je vous donne un exemple. Je travaille pour un service de santé au travail. Le premier travail justement de communication a été d'expliquer ce qu'est un service de santé au travail parce qu'un journaliste a, à mon avis, rarement, comme beaucoup d'ailleurs de salariés, rarement été suivi par un service de santé au travail. Et que la seule image qu'il va en avoir, c'est « Ah oui, une fois j'ai été vue par un médecin, il m'a demandé de faire pipi dans un pot, puis après de regarder un peu ma vision, et c'est tout. » L'image du salarié vis-à-vis éventuellement d'un service de santé au travail, c'est ça. Parce que moi, évidemment, pour mon client, ce n'est pas du tout l'image qu'on veut en défendre. Donc, il a fallu réexpliquer le contexte d'un service de santé au travail, réexpliquer par exemple que c'est une obligation légale, que les entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent forcément adhérer à un système à un service de santé au travail, qu'en plus dans le Grand Montpellier, elles n'ont même pas le choix de leur service, elles sont directement fléchées vers quelqu'un. Enfin voilà, il a fallu d'abord, avant d'expliquer ce qu'on allait faire derrière sur les troubles musculo-squelettiques, les TMS, moi je vois, j'ai dit, mais on arrête de parler des troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, c'est quoi? C'est j'ai mal à l'épaule, j'ai une tendinite, j'ai le poignet en effet qui est douloureux et potentiellement un problème, attention, du canal carpien, là c'est pareil, il faut l'utiliser avec modération. C'est ça, c'est j'ai mal au dos. Les troubles musculo-squelettiques, RPS, c'est pareil, risques psychosociaux. Et ça veut dire quoi les risques psychosociaux? C'est le stress, c'est l'épuisement professionnel. À chaque fois, bien réexpliquer. Et c'est vrai que la difficulté des entreprises, souvent, c'est qu'elles finissent par ce que j'appelle moi baragouiner. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser un langage technique, elles ne s'en rendent plus compte. Et donc, ça coupe une forme de communication. Ça met déjà une forme de distance avec le journaliste. Donc, plus vous irez vers des termes simples, plus vous allez définir, expliquer, plus les bases seront saines et plus ça sera simple après pour expliquer des choses complexes. Petite parenthèse sur ce qu'on appelle la loi de proximité, notamment pour intéresser un journaliste par rapport à ce que vous faites. Je mettrai beaucoup de bémols sur cette loi de proximité parce qu'elle est parfois un peu agaçante. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que pour intéresser un journaliste, plus vous allez être proche, alors si ce n'est de lui, mais en tout cas de son lectorat, plus vous avez des chances de l'intéresser. La proximité, elle va être géographique, elle va être temporelle, elle va être également dans les activités. Géographique, c'est simple. Quand vous parlez, vous, à un journaliste qui travaille à Montpellier, si vous ne précisez pas tout de suite que votre entreprise, elle est à Montpellier, et que finalement, il découvre que vous êtes à Lunel ou que vous êtes à Béziers, ben, on est hors sujet, quoi. Lui, sa principale préoccupation, c'est qu'il veut une entreprise dans sa zone de couverture. C'est pour ça que quand je préconise, quand on envoie des communiqués de presse, c'est toujours bien de préciser la ville
ou le département, enfin, mais qu'importe, mais cette notion géographique, elle est essentielle. L'autre notion de proximité essentielle, c'est la question du temps, de la temporalité. Pourquoi je parlerai plus de vous maintenant que demain, que après-demain? Ah, d'accord, vous fêtez les 15 ans de votre entreprise et ça se passe dans 3 jours. Ok, d'accord. Donc ça, là, il y a un intérêt temporel à ce que je parle de vous. Ah, vous lancez un nouveau produit dans une semaine? Ok, ça, c'est ce qu'on appelle une accroche d'actualité. Sinon, s'il n'y a pas quelque chose dans l'actualité, alors ça peut être aussi l'air du temps. C'est-à-dire, là, je l'ai vu récemment, j'ai une entreprise qui travaille sur la question qui fait du coaching pour les adolescents et qui lutte donc de fait contre le décrochage scolaire. Je leur ai dit, ils n'ont pas une actualité particulière parce qu'ils ne sortent pas une nouvelle formation, mais je leur ai dit, communiquez en effet sur votre entreprise, parce que là, on parle beaucoup du décrochage scolaire, notamment des étudiants, avec la période de Covid. Vous êtes dans l'air du temps. C'est une problématique qui traîne, qui est lancinante, et peut-être qu'en effet, ça peut avoir un intérêt pour un journaliste de parler à un moment ou à un autre de vous. Comment se démarquer? Quelques petites choses. Il y a l'importance de la storytelling. Ça, je pense que ça, vous le connaissez, mais je vais vraiment rabâcher sur ça et insister là-dessus. La storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Qu'est-ce qui est de plus intéressant dans une entreprise? Je trouve, à titre personnel, c'est raconter l'histoire de l'entreprise ou du produit ou du chef d'entreprise. Une entreprise, c'est extrêmement humain. Il n'y a pas plus humain que ça. Plus vous allez vous abriter derrière des chiffres, derrière des concepts, plus vous serez distant, me semble-t-il. Donc, il faut raconter une histoire. Et on a tous en soi gardé, au fond de soi, ces moments de la petite histoire qu'on nous racontait le soir. Eh bien, cette petite musique-là, vous devez la garder au fond de vous quand vous parlez de votre entreprise, ne pas se cacher derrière l'aspect technique. Il y a toujours une histoire à raconter. Soit c'est une femme chef d'entreprise qui évolue dans un milieu plutôt d'hommes, soit c'est une entreprise familiale, soit ça peut être une entreprise reprise par des salariés, soit ça peut être une diversification, ça peut être, moi je l'ai fait récemment, un agriculteur qui a repris l'entreprise de son père, qui était dans le domaine uniquement du lait et qui ne trouvait plus de sens à ce qu'il faisait et qui se diversifie maintenant. Enfin, il y a toujours une histoire à raconter et c'est comme ça que vous arriverez à attirer l'intérêt d'un journaliste. La deuxième chose, et on va le voir après rapidement, un mot est un mot. J'ai toujours travaillé avec un dictionnaire. Pourquoi? Parce que justement, si vous voulez vous différencier, justement, on voit bien l'importance du mot, vous différencier, c'est en choisissant des mots qui n'appartiendraient qu'à vous. Et j'aime beaucoup, moi, utiliser des dictionnaires de synonymes pour essayer de trouver celui qui me correspondrait le plus. Donc ça, c'est extrêmement important de vraiment avoir cette précision-là, donc ne pas hésiter à revenir à ce fameux bon vieux dictionnaire. Bon, maintenant, on les a en ligne, donc là, je vous ai mis la version papier, mais il y en a plein en ligne. Et puis, hop, autre conseil, les 3 C, court, clair, et peut-être le plus difficile, concret. Concrètement, que faites-vous? Concrètement, quelles sont les applications? Quel est l'impact de ce que vous faites sur éventuellement la vie des gens si vous êtes dans du service, j'en sais rien, mais être le plus concret possible et créer des images, faire que voilà, ça nous parle tout de suite et qu'on voit. Moi, j'ai envie, quand vous me présentez votre entreprise, que je la vois, je l'imagine, un peu comme quand on lit un livre et qu'on imagine des personnages. Dans l'exercice que je vais vous demander, parce que là, on commence vraiment à approcher du moment fatidique, il y a ce qu'on appelle
Les 5 W. Alors, on le dit en anglais parce que si on le faisait en français, en fait, ça ne marcherait pas. Le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. C'est plein de lettres différentes qui commencent. Donc là, au moins, avec le why, where, when, what, etc., ça commence toujours par W. Donc, on parle des 5 W. Il est essentiel qu'on comprenne le où. Où est-ce que vous exercez, où est-ce que vous êtes implanté, éventuellement quelle est la zone de couverture, quand, depuis quand vous existez, ou est-ce que c'est le je sors quelque chose aujourd'hui, le qui, le quoi. Tout ça, c'est des éléments essentiels qu'il faut faire apparaître très rapidement. Alors, c'est vrai que vous verrez dans l'exercice que je vais vous demander, c'est peut-être un peu difficile d'arriver à mettre les 5 en 2 phrases, mais en tout cas, il faut essayer d'aller vers ça et vraiment de clarifier ça. Ce que je voulais vous montrer, ça sera un exercice beaucoup plus complet à faire, mais ce que j'invite souvent en fait les gens, c'est ce que j'appelle un peu, alors j'ai marqué ça, la botte secrète, moi des fois j'appelle ça le kit de survie de la communication. C'est la charte sémantique. C'est vraiment un exercice que je vous invite à travailler après cette formation et qui vous aidera. C'est quoi la charte sémantique? C'est le fait de faire cet effort, seul ou si possible avec des collaborateurs, de reposer ou de poser ce qu'est votre entreprise. Je vais vous montrer, là on l'avait fait avec le service de santé au travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. En général, on pose le contexte. Le contexte dans lequel vous évoluez. Donc là, on parlait de la santé au travail, mais je ne sais pas, hein, pour, par exemple, mon pisciniste qui fait des bâches de piscine, eh ben, le contexte, c'est aujourd'hui ce que représente le marché de la piscine. Est-ce qu'il y a des régions où on vend plus de piscines que d'autres, sur les évolutions récentes, sur le fait qu'aujourd'hui, on essaye de faire que ça soit un domaine le plus écologique possible, avec pas de gaspillage, etc. Donc, bref, le contexte, la définition qu'on va travailler ensemble ce soir. En quoi c'est un enjeu de société, ce que vous faites, s'il y en a un, mais souvent il y en a un. Décrire vos moyens d'action, décrire vos ambitions, décrire vos prises de position s'il y en a, ce n'est pas toujours le cas pour ça, et décrire les valeurs. Je pourrais vous le renvoyer hein, par mail, ça, si ça intéresse certains. Mais, alors, je vais vous montrer là, avec les PALS, ça faisait un document qui était, ma foi, assez imposant. Là, je vous en ai juste montré comme ça, là, 2 planches. Ça faisait plutôt 15 pages. Mais ce n'est pas nécessaire, en fait. Si vous arrivez à définir en 2 paragraphes déjà le contexte dans lequel vous évoluez, avec quelques chiffres, et ça sera toujours super intéressant aussi de donner au journaliste. Le journaliste sera friand que vous lui donniez des éléments de contexte sur le marché dans lequel vous êtes aujourd'hui. Votre définition, vos ambitions, vos moyens d'action et vos valeurs, déjà, sur chacun, avoir 2 petits paragraphes, c'est super. Alors, pourquoi j'appelle ça le kit de survie? C'est qu'après, quels que soient vos actes de communication, que ça soit vous avez un discours à faire, vous avez une présentation à un journaliste, vous devez envoyer un communiqué de presse, vous devez écrire un site internet, enfin, quel que soit votre acte de communication, le fait d'avoir posé ces mots-là, de vous être mis bien à l'aise avec ça, ben, désolé, mais après c'est juste copier-coller. Hein. La communication, c'est l'art de la répétition. Donc à partir du moment où les mots y sont posés, vous n'avez entre guillemets plus qu'à les répéter, parfois les réajuster si c'est nécessaire en fonction de l'évolution de votre entreprise. Mais majoritairement, c'est quand même plutôt ça. Et ce passage-là, qui est, je le comprends quand on n'est pas à l'aise avec les mots, qui est compliqué, est pour autant essentiel. C'est-à-dire que franchement, si vous arrivez à faire cet exercice-là, tout ensuite sera beaucoup plus simple. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Alors ce soir, on ne va pas faire tout ça ensemble, mais on va essayer déjà de faire la petite définition. Ce que je vais vous demander, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, et c'était le plus enrichissant,
je vais vous demander de présenter votre entreprise en 2 lignes. C'est court, hein, 2 lignes, en réfléchissant aux bases que j'ai posées avec vous, à savoir être clair, court, concret. Le concret est important et de donner ces éléments dont je vous ai parlé, les fameux 5 W, c'est-à-dire qui, quoi, où, quand, comment et éventuellement le pourquoi, ça c'est le 6e, pour qu'on comprenne bien ce que vous faites. Ce que je demanderai ensuite, c'est qui sont les volontaires pour présenter leur entreprise. Et ensuite, je demanderai aux autres participants de reformuler ce qu'ils ont compris de votre activité. Et là, on verra si finalement c'était en effet clair et tout de suite compréhensible ou si ça ne l'est pas. Et si on doit réajuster, donc en vous posant des questions, on essaiera de voir si finalement il n'y a pas des mots à réajuster. Avant qu'on fasse cet exercice-là, que vous puissiez vous pencher un petit peu dessus, est-ce que vous, déjà, dans tout ce que je vous ai raconté, on a le temps, vous avez des remarques, vous avez des interrogations, vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas claires? Claire. J'ai été d'une limpidité extraordinaire. Oui. Oui, là, ou sinon, je vous ai tous perdus. Ah, je vois une main qui se lève. Par contre, du coup, je ne sais pas qui c'est ce que j'ai pas. Allez-y. Oui, bonjour à tous. C'est Freddy Ficaral, président de Leader Tarn. Juste pour l'anecdote, vous avez parlé tout à l'heure des meilleurs mots langue de bois. Est-ce que vous pouvez, comme ça pour l'illustrer, nous donner quelques exemples? Alors, si je reprends mon... Alors, bon, évidemment, je ne vais pas vous citer des politiques parce que sinon je serais hors sujet. Mais, par exemple, si je prends mon service de santé au travail, donc l'EPALS est un service de santé au travail dont la mission est de faire que les travailleurs ne détériorent pas leur santé. Ben, moi, ça, je trouve ça en effet plutôt langue de bois, c'est-à-dire que la réalité, elle est un peu autre que tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, mais les services de santé au travail ont quand même plutôt mauvaise réputation, sont plutôt écartés du champ de la prévention au travail. Ils ne font d'ailleurs pas beaucoup de prévention, ils font surtout de la réparation. Ils aimeraient faire de la prévention, mais ils font beaucoup de réparation. Et donc, ça peut paraître simple comme ça, parce que de fait, la définition, elle paraît plutôt claire. En fait, ça ne traduit pas la réalité. Et je trouve que ça, très, très langue de bois, quand on connaît ce secteur-là, de se présenter de cette sorte-là. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire là sur l'EPAL, si vous changez, vous prenez le service de santé au travail du Tarn, il pourrait dire exactement la même chose. Et vous prenez un autre service de santé au travail ailleurs, il pourrait vous dire exactement la même chose. Ce que je vois aussi souvent dans ce que j'appellerais langue de bois, ça serait le côté parfois, alors j'ai pas d'exemple comme ça, mais il y a un côté parfois un peu bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mon entreprise va bien, je fais des trucs merveilleux. Il y a parfois aussi un côté un peu édulcoré. J'ai pas d'exemple comme ça en tête. Et peut-être que je vais le garder parce que peut-être que dans les cas qui vont être présentés, je vous signalerai quand c'était langue de bois.